nous avons tous été, je crois, saisis d'effroi et sidérés, remplis de sidération quand nous avons vu aperçu les premières initiatives de Donald Trump, un véritable Ubu, père Ubu, comme l'a surnommé à juste titre Edwy Plenel, auquel j'emprunte cette remarque. En quelques déclarations, il a jeté aux oubliettes le droit international. Il a balancé l'alliance qu'il y avait avec un peuple qui se bat depuis 3 ans maintenant contre une invasion d'une soldatesque à la solde d'un autocrate. Il semble déclarer une guerre commerciale, même s'il y a des allers et des retours. Bref, en quelque temps, tout d'un coup, on a basculé dans une autre période dont il s'agit peut-être d'essayer de voir quels sont les linéaments, sans prétendre, en tout cas ce ne sera pas de mon fait, prétendre avoir tout compris. Parce que ça change tous les jours, parce que percevoir aujourd'hui le sens que ça a sur le plan philosophique, sur le plan des relations internationales à l'échelle historique, ce serait évidemment un manque d'humilité de ma part que de penser vous dire des choses qui iraient dans ce sens. Donc restons humbles et soyons peut-être un peu trop au ras des pâquerettes, et peut-être que dans le débat, le sens pourra se manifester dans ce que vous aurez à dire aussi sur cette question. Donc je développerai cette idée en 3 parties, une toile de fond d'abord, ce que j'appelle une toile de fond, ensuite un renversement des alliances, et puis enfin des confirmations. Renversement des alliances, ça sera surtout l'Europe et l'Ukraine. Et puis les confirmations, c'est le soutien inébranlable à Israël. Quand je dis non pas Israël en tant qu'État, mais Israël en tant que politique suivie par le gouvernement actuel de l'État israélien, une politique renforcée par rapport à celle de Biden, et puis le pivot sur la Chine. Voilà, la toile de fond, c'est d'abord les protagonistes. Je ne dirai pas tout dans ce premier développement. Les protagonistes, bon, on a affaire à une sorte de Donald Trump, une sorte de Maquignon. Ça recommence. Ouais. Bon, j'en ai pas dit. Non, si. Tu me sous-estimes. En 1968, à l'Amphi-Donzelot, j'avais pas besoin de micro. Non, moi, je vous aurais tout dit comme ça. Hein. Pour ceux qui ne me connaissaient pas. Bon. Donc les protagonistes, c'est d'abord lui, le président Donald Trump. C'est qui? C'est un maquignon qui se croit très malin, qui prend des décisions erratiques, c'est-à-dire un jour oui, un jour non, qui dit un petit peu n'importe quoi, puis qui est capable de dire après « Ah, j'ai traité Zelensky de dictateur? J'ai dit ça, moi? Oh, mais non !» Donc voilà, pour moi, c'est un gamin qui n'a pas l'âge de raison. Je suis assez brutal dans ce que je dis. Il suffit de voir le vocabulaire qu'il utilise. Ils n'ont pas été gentils. Oh, il est méchant. Non, il a manqué de respect. Non, mais ça va s'arranger. Poutine est un ami. Est-ce que c'est le langage d'un homme d'État, d'un chef de gouvernement, d'un pays qui est le plus puissant du monde, qui est, moi, ce que j'appellerais, en imitation de mes prédécesseurs historiens, je suis un nain qui se laisse sur les épaules de géants, n'est-ce pas? Un État-monde. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est quelque chose qui concerne le monde entier, y compris, et on le verra, pour la politique intérieure, parce qu'elle a des répercussions sur la politique extérieure. Bon, voilà pour la présentation du personnage, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Il a une idée, il a une politique, notamment en matière économique, et il est entouré par des protagonistes qui sont d'une extrême importance, donc peut-être, pour gagner un peu de temps et de laisser la place pour les choses ultérieures, je dirais des mots dans le débat tout à l'heure. Mais parmi lesquels il faut, au premier chef, citer Elon Musk,
citer Vance, hein, et puis d'autres peu moins connus qui sont un petit peu sur l'arrière, comme Peter Thiel, l'inventeur de PayPal, et d'autres investissements encore. Bon, on y reviendra. Ce sont des idéologues. Ce sont des idéologues qui ont une vision du monde, ce qui fait que si on comparait avec la fin du 19e siècle, début 20e, la charnière, ce qu'on a appelé l'âge d'or dans l'histoire des États-Unis, avec un certain nombre d'hommes d'affaires, des industriels qui occupaient le dessus du panier, les Carnegie, les Vanderbilt, les Mellon, les Morgan, on se tromperait. Ce ne sont pas seulement des milliardaires, ce ne sont pas seulement des milliardaires de la techno, ce sont aussi des idéologues qui ont comme objectif d'étrangler la démocratie, de supprimer la démocratie. Donc on y reviendra. Parmi les protagonistes, bon, alors, parmi les protagonistes, de l'autre côté, il y a Poutine. Le plus madré des deux, entre Trump et Poutine, c'est évidemment Poutine. Le plus malin, qui est le maître des horloges, qui tient effectivement en haleine le père Trump, qui dit oh ben c'est pas suffisant ce qu'il a fait, mais qui quand même dit après tout, peut-être qu'on pourrait peut-être dire que la Crimée, ça doit revenir à Poutine. Et puis qu'on peut geler les choses sur les frontières, les lignes de démarcation actuelles. Donc, la proximité qu'il y avait entre les républicains américains et la politique de la Russie était exacerbée par le fait que Trump a une admiration absolument extraordinaire pour Poutine, à la fois sur des affinités idéologiques et en même temps peut-être d'homme à homme. Il a une admiration pour l'homme, il y a quelque chose de l'ordre du virilisme, même si d'un autre côté, il y a aussi la possibilité, évidemment, pour le capitalisme américain et pour l'homme d'affaires en particulier, qui est Trump, de faire des affaires personnelles, ce qu'il n'a pas pu faire en 1987, dans son voyage à Moscou. Il espère peut-être le faire. Ça, c'était donc les protagonistes, hein, pour présenter un peu les choses. Et évidemment, au fond de la scène, il y a Xi Jinping qui observe le débat à deux entre Trump et Poutine, qui se frotte les mains et qui agit d'une manière tout à fait rationnelle, tranquille. Ah, tu veux augmenter les doigts dedans? Ben, je vais augmenter les miens. Et puis on va voir. Et puis je vais retrouver des bouchers ailleurs qu'aux États-Unis, si tu continues comme ça. Bon, voilà. Donc trois personnages qui sont effectivement différents. Je présente les choses de manière un peu familière, hein, mais bon, voilà, en gros c'est ça. Ensuite, toujours dans cette partie, la toile de fond, je reprends une expression de Pascal Boniface. Trump a transformé le monde en un Far West planétaire. Alors pourquoi Far West? Le Far West, comme dans les westerns, c'est-à-dire un pays qui n'avait pas encore de foi ni de loi et dans lesquels le shérif était obligé, parfois, revolver aidant, de rétablir l'ordre ou d'établir l'ordre, enfin, etc. Donc c'est devenu un univers, une planète, sans foi ni loi. Alors, je vais aller vite selon les rubriques, hein, on pourra y revenir dans le débat. J'espère pouvoir tenir les 30 minutes, 35 minutes. D'abord des attaques contre les États. On n'avait jamais vu ça. Le Canada, mais il faut que ça devienne le 51e État des États-Unis. Et avec comme expression, ça aurait de la gueule. Et, non, mais littéralement. Non, ça serait bien, ça serait beau. Voilà. C'est moi qui dis, ça aurait de la gueule. Avec, bon, du coup, une réaction extrêmement vive de la part des Canadiens, qui font valoir effectivement qu'ils sont un pays à part entière, et qu'il est hors de question de devenir le 51e État des Américains d'Amérique. Soit dit en passant, ce serait certainement l'État le plus puissant, puisque le PIB du Canada serait supérieur à celui de la Californie, qui est l'État le plus riche des États-Unis. Panama, pour lequel j'assiste pas, le canal de Panama, qui a un intérêt stratégique, et puis le Groenland. Le Groenland, dont Trump dit, bon, les Danois
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au Groenland? Et encore une expression infantile, ils n'ont pas fait du bon travail. Et donc, nous, les États-Unis, on fera du bon travail. Bon, pourquoi? Pour les terres rares, bien sûr, les minerais, mais il y a aussi, il faut avoir une vision. Si vous regardez cette région du monde, il faut la regarder d'en haut, si j'ose dire, si le pôle Nord est en haut. Il faut le regarder du côté du pôle. Et tout se touche. Le Groenland, les terres canadiennes qui sont au-delà du... Et puis la Sibérie de l'autre côté. Et il y a, avec le réchauffement climatique, la route de l'Arctique qui deviendra une route commerciale, pas seulement commerciale aussi, il y a un point de vue militaire là-dedans, hein, tout à fait important. Donc des attaques contre les États, ce qu'on n'a jamais vu. Attaques contre l'humanitaire. Vous savez, aux États-Unis, vous le savez, mais il faut le dire quand même, un organisme qui s'appelle l'USAID, qui finance dans le monde, chauffeur de ma part, je dis de mémoire, je crois que c'est 42 milliards de dollars par an, des organisations humanitaires, des organisations de santé, enfin, etc. Bon, les derniers temps, une partie importante, je crois que c'est dans les 82%, était consacrée à l'Ukraine. Et de nombreuses organisations, associations, en marge de la guerre en Ukraine, du point de vue de la société, que certains appellent la société civile, étaient financées par USAID. Donc, suppression des subventions, c'est quelque chose d'énorme. Parce que il y a des gens dans le monde qui ne vivent que de ça, que grâce à ça, grâce à l'aide alimentaire qui est fournie par USAID ou l'aide aussi du département d'État. Ça risque de faire des dizaines de milliers de morts. Ça a été calculé. En 4 ans, on envisage qu'effectivement, ces suppressions de subventions de la part des États-Unis, aussi bien de USAID que du State Department, ça fera 163 000 morts. Bon, passons sur la précision, hein. Mais on peut penser aussi que dans les années à venir, ça peut faire 800 000 personnes qui souffriront de malnutrition, avec les maladies qui surgissent lorsqu'on est malnutri. Donc, vous voyez que des subventions soi-disant pour faire des économies. D'ailleurs, Elon Musk, qui est à la tête de cet organisme nouveau qui s'appelle le DOGE, hein, qui doit effectivement faire des coupes sombres dans les dépenses américaines, a constaté que finalement, son objectif, il ne l'avait réalisé peut-être qu'à 15 ou 20%. Il n'a pas tant fait d'économie que ça. Mais à quel prix? À quel prix? Troisième idée, toujours dans ce western planétaire, action contre le droit international. Et ça, c'est l'idée des sanctions contre les membres de la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Donc il se trouve que quand la Cour pénale internationale a lancé des poursuites contre Poutine, ça lui allait très bien. Ça lui allait très bien. Mais maintenant que la Cour internationale... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte là? Je suis en train de vous raconter... Non, c'est des choses qui sont changeantes, c'est pas moi. Mais quand on attaque effectivement Netanyahou, eh bien là, ce n'est plus du tout pareil. Donc c'est ce qu'on appelle le 2 poids et 2 mesures, double standard. Et donc, sanctions prises contre les membres de la Cour pénale internationale. Le droit international, ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce que décident les puissants. Et ce que je décide, moi, Donald Trump. Parce que moi, je suis America First. Et j'essaye de rendre l'Amérique encore plus grande. MAGA. Le dérèglement climatique, c'est un canular. Et donc, on sort de l'accord de Paris. C'est la deuxième fois. Hein, parce que la première fois, il en était déjà sorti lors de son premier mandat. Il sort de l'accord de Paris. Et alors, le climat, ce n'est pas que le climat. Le climat, c'est aussi le réchauffement climatique qui fait que le niveau des eaux monte. Et qu'un certain nombre d'États ou de pays risquent d'être submergés. C'est aussi parce que des règlements climatiques, c'est aussi des intempéries renforcées et c'est aussi des inondations.
Ce qui veut dire que dans les pays émergents, il risque d'y avoir, du fait de ce dérèglement climatique, de ce non-respect de ce qu'on peut faire contre le dérèglement climatique, il peut y avoir, encore une fois, des famines, des maladies et des dizaines de milliers de morts. Ce que décident les États-Unis pour leur pays, Donald Trump, pas les États-Unis, pas le peuple américain, ça a des conséquences sur le monde entier. Ce que vient de décider Donald Trump à propos du climat, et donc le non-respect des accords de Paris en ce qui concerne les États-Unis, ça veut dire qu'en une année, les États-Unis vont envoyer dans l'atmosphère autant de CO2 que l'Europe et le Japon réunis. C'est ça que ça veut dire. Donc ça a des incidences absolument mondiales. Enfin, je terminerai par, parce que c'est lié aussi, je terminerai que par les attaques contre la science. Ça concerne particulièrement le climat, et ça concerne l'ensemble. C'est les attaques contre les universités américaines. Or, les universités américaines sont elles qui produisent le plus de scientifiques, de prix Nobel, parce que bon, ils savent attirer des chercheurs du monde entier. Il suffit de voir les noms des scientifiques de renom aux États-Unis, italiens, japonais, chinois, etc. Mais certains vocabulaires sont bannis des universités. Tout ce qui peut ressembler à ce qu'ils appellent le woke, c'est-à-dire l'éveil, les discussions sur le genre, le transgenre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et bon, tout ça est voué aux gémonies, et les chercheurs n'ont plus le droit. Et ce qui fait que non seulement individuellement on s'attaque à ce que peuvent écrire les scientifiques, mais en même temps on supprime les subventions aux universités qui disposent de subventions. Toutes les universités aux États-Unis ne sont pas des universités privées, mais toutes ne sont pas non plus des universités publiques. Je pense à la grande université du Michigan. Je pense au Michigan parce que mes cousines habitent le Michigan. Oui, j'ai des cousines américaines, l'une est parfaite, mais elles ne sont pas trumpistes, ça je peux vous le garantir. C'est l'université de Ann Arbor, et c'est une université publique. Mais les grandes universités comme Harvard, Yale, Stanford, sont des universités privées. Mais elles disposent quand même de subventions publiques. Harvard, par exemple, je cite de mémoire, je crois que ça doit être à peu près 1% de crédit d'État. Ben, on supprime. Mais Harvard, c'est tout à son honneur, mais Harvard a les moyens de le faire, résiste, alors que d'autres universités sont obligées de faire amende honorable. Et donc, ça, c'est extrêmement grave. Voilà, pour la première partie. J'essaye d'aller vite. Hein. Deuxième partie, renversement d'alliance. Première sous-partie, j'avais intitulé ça, parce que ça va donner lieu à un article qui sera publié dans une revue dans les jours qui viennent. Quoi. Trump, Poutine, une trahison annoncée. Alors, il y avait incontestablement, au nom de leurs intérêts bien compris de la part des Américains, ce n'était pas simplement pour sauver l'Ukraine, mais parce qu'ils pensaient qu'effectivement, il y allait de leurs intérêts une alliance entre l'Ukraine et les États-Unis. Cette alliance était concrétisée dans une ville qui s'appelle Wiesbaden, en Allemagne, et qui est un centre névralgique pour l'armée américaine. Et chaque jour, des militaires et des politiques, mais surtout des militaires ukrainiens et américains se réunissaient, faisaient le point. Et on découvre maintenant, mais on s'en doutait, à quel point le renseignement américain a été névralgique pour les Ukrainiens. Et donc, à quel point il y avait une alliance étroite entre les militaires américains et les militaires ukrainiens. Bon, ils ne se disaient pas forcément tout. Quand les Ukrainiens ont attaqué l'oblast de Koursk pour essayer d'obtenir un gage territorial pour, plus tard, dans les négociations,
pouvoir se servir de ce gage territorial. Bon, il se trouve que les Russes ont repris très rapidement, non pas tout de suite, mais dans les jours qui ont précédé, il n'y a pas très longtemps, ils ont repris très rapidement les conquêtes ukrainiennes. Et ça indique au passage, c'était le moment où Trump avait dit il n'y aura plus de livraison d'armes et il n'y aura plus de renseignements. Donc, faute de renseignements, eh bien, les Ukrainiens n'ont pas vu arriver effectivement la contre-attaque des Ukrainiens. Des Russes, pardon, si je confonds les Ukrainiens, l'agresseur et l'agressé. Maintenant, ça ne va pas. Alors, il y a une hostilité depuis longtemps des représentants et des sénateurs républicains à l'alliance avec les Ukrainiens contre Poutine. Mais il y a autre chose de la part de Trump. Bon, j'ai dit tout à l'heure l'admiration qu'il avait pour Poutine. Il ne peut pas le faire, mais je ne sais pas si vous avez vu Poutine sur son cheval, torse nu, enfin, etc. J'ai parlé tout à l'heure du virilisme. Effectivement, il y a l'idéologie viriliste, aussi bien chez l'un que chez l'autre. Bon. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, c'est que il se constitue dans le monde actuellement, et Poutine et Donald Trump en sont des parangons, ce qu'on peut appeler une internationale néo-fasciste. Alors j'insiste sur le néo. J'insiste sur le néo, c'est trop facile de dire fasciste. Parce que bon, le fascisme des années 30, c'était autre chose. Sur le plan organisationnel, il y avait un homme charismatique, que ce soit Mussolini, Hitler, il y avait un parti militarisé, et puis il y avait une idéologie et un appui populaire. Là, du point de vue des idées, effectivement, c'est l'idée que cette internationale néo-fasciste, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'homme charismatique, Poutine n'est pas charismatique, et encore moins Donald Trump, mais l'idée, c'est effectivement qu'il faut passer à autre chose que la démocratie, il faut passer à des États autoritaires. Et si on dit international, c'est qu'il y a Orban, c'est qu'il y a Modi en Inde, c'est que Xi Jinping n'est pas un parangon de démocratie, c'est qu'il y a Poutine, et que Donald Trump et ceux qui sont autour de lui, les idéologues de la Silicon Valley, le technocapitalisme 2.0, eh bien, pensent effectivement qu'il faut se débarrasser de la démocratie. Donc on y reviendra. Donc il y a cette accointance entre Donald Trump et Poutine, outre cette admiration particulière de Trump pour Poutine. Pourquoi? En plus, il se pourrait, moi je n'y crois pas un seul instant, mais il se pourrait que Trump, en stratège, se dise, si je me rapproche de Poutine, peut-être que je pourrais faire un deal avec lui et le détacher de la Chine. Mais c'est une illusion totale. Pourquoi? Parce que l'objectif de Poutine, c'est mettre mot, ses objectifs poursuivis, c'est désoccidentaliser le monde. Il est de mèche avec des pays qui, pour des raisons qui sont tout à fait louables aussi, souhaitent désoccidentaliser le monde, les BRICS, Brésil par exemple, l'Afrique du Sud, et ils souhaitent dédollariser l'économie mondiale. Il n'est pas rare d'entendre Poutine parler effectivement de la création d'une autre monnaie internationale que celle fondée sur le dollar. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié au passage, dans la première partie, la toile de fond, la guerre commerciale, mais on pourra y revenir. Peccato. Et donc voilà, quels sont les tenants et les aboutissants. Alors, Trump, avec un cynisme, je pense que vous avez tous en mémoire, cette entrevue entre Trump et Zelensky dans le bureau de la Maison-Blanche. C'est inouï de voir la façon dont un président en exercice a traité le chef d'État
d'un pays ami, avec des manigances. On a vu combien c'était effectivement préparé, combien effectivement le rôle de bout de feu, le rôle de sacrificateur, presque, ou de bourreau, était joué par Vance, et combien le journaliste d'extrême droite qui était dans le fond à droite et qui a interpellé Poutine, qui a interpellé Zelensky sur sa façon de s'habiller, tout ça c'était téléphoné, bien entendu. C'était une scène bien jouée, mais qui était immonde, immonde. Par hasard, je l'ai vu en direct, hein, parce que je me détendais, puis j'ai mis LCI, puis je suis tombé là-dessus, parce que bon voilà. Et donc c'est effectivement, ça fait partie des événements dont vous saurez un jour. J'étais à tel endroit quand j'ai appris que Zelensky a été traité comme une serpillière par les Trumpistes. Bon, et puis l'Europe alors. Et puis l'Europe. Alors Trump, on le savait, hein, depuis son premier mandat. Il disait aux Européens, moi je ne sais pas si je vais utiliser l'article 5, hein, si jamais il y a besoin. Vous savez ce qu'est l'article 5. Contrairement à ce qu'on croit, l'article 5 n'oblige pas du tout à intervenir militairement. Hein, l'article 5 dit simplement que chaque État devra apporter, dans toute la mesure du possible, et en fonction de ses moyens, le soutien à l'État qui a été agressé. Et il avait dit, je ne sais pas si j'appliquerai l'article 5, parce que je trouve que vous, les Européens, vous ne payez pas assez. Soyez en passant, l'hypocrisie était telle à ce moment-là que les Américains disaient aux Européens, mais pourquoi, à quoi bon vous allez produire des armements, ça fera double emploi, c'est pas la peine. Vous prenez les armements américains. Et donc, de ce point de vue, parce que j'en suis à la défense, je continue sur la défense, c'est l'idée, si vous ne consacrez pas 5% de votre PIB à l'armement, moi je reverrai ma position. 5%, sachant que les Américains ne consacrent pas 5%. Consacrent 3,5%. Alors c'est la même chose qu'avec l'Ukraine. Hein. On dit que c'est un commerçant. Je ne veux pas être péjoratif à l'égard des commerçants, mais il a une attitude transactionnelle, c'est-à-dire c'est comme dans le souk, il essaye de poser les choses le plus haut possible pour pouvoir après négocier à un niveau un peu plus bas. Et donc j'ai oublié de vous le dire, mais ça c'est important, je vous le dis, je reviens sur l'Ukraine. Vous vous rappelez de Margaret Thatcher qui disait « I want my money back hein, ». Je veux retrouver mon argent. Et bien il dit la même chose. Et il dit « j'ai dépensé 462 milliards de dollars en Ukraine ». C'est complètement faux. Il a dépensé 114 milliards. C'est-à-dire qu'il dit 4 fois plus. Alors après il dit « bon, oui, 350 ». Voilà. Eh bien écoutez, c'est la même chose avec l'Europe. Il dit 5% du PIB. Mais bon, les Européens, en même temps, disent, oui. Et ça a dû le surprendre. Ils se sont réunis plusieurs fois, notamment à Londres, à Lancaster, la réunion de Lancaster, avec deux protagonistes qui sont les chefs de file, c'est Macron et voilà, le Premier ministre britannique, et puis troisième qui est le président polonais. Et donc l'idée, effectivement, avec cette idée peut-être un peu saugrenue, en tout cas terriblement osée de la part de Macron, de dire oui, mais nous on a la bombe, et après tout, pourquoi pas, la bombe pourrait servir, non, il ne dit pas comme ça, il ne dit pas la bombe, hein. Le parapluie nucléaire français pourrait être étendu à l'ensemble de l'Europe dans la mesure où les intérêts vitaux de la France commencent peut-être effectivement au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc avec une idée qui est un petit peu quand même osée, hein, dissuasion nucléaire française. La dissuasion nucléaire britannique, elle est dans un très très mauvais état. Il n'y a pratiquement aucun des sous-marins britanniques lanceurs d'engins qui est capable de sortir actuellement. Donc quand on parle de course à l'armement, il faut savoir que
effectivement, il y avait eu un désarmement après la chute, la chute du mur. Donc paradoxalement, même si l'Europe du 27 est une Europe qui est fondamentalement à tous les coups divisée, entre Orban et Keir Starmer, il y a quand même effectivement bien plus que la Baltique et la mer du Nord comme séparation. Malgré tout, il y a eu un sursaut de volonté de voir si on ne pouvait pas effectivement faire l'unité sur la base du soutien renouvelé à l'Ukraine, puisque les États-Unis risquent de faire défaut, et si effectivement... alors, il y a deux questions. Je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a deux questions. La première question, c'est faut-il que nous, Européens, nous continuions à soutenir la résistance armée et non armée des Ukrainiens? La réponse est oui. C'est pas moi qui dis oui, hein. Mais moi je dis oui, bien sûr, mais ce sont les États européens qui ont dit oui. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est à craindre que Poutine ne s'en tienne pas là et qu'il y ait, après, effectivement, des actions armées de Poutine contre les pays baltes, contre la Moldavie, peut-être même la Pologne, c'est quand même un gros morceau. Mais surtout que la Pologne est en passe de devenir la principale armée d'Europe. Et la réponse est oui. D'où la politique du réarmement. Alors avec l'idée, est-ce que l'OTAN est mort? Bien malade. Macron avait dit à un moment donné qu'il était en coma dépassé. Mais il est bien malade dans la mesure où les initiatives de Trump sèment le doute, et sèment le doute non seulement en ce qui concerne l'OTAN, mais y compris dans le Pacifique. Parce que les Australiens se posent les mêmes questions que les Canadiens. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à avoir une alliance étroite avec les États-Unis dans la mesure où ils se comportent comme ils se comportent maintenant? Donc paradoxalement, les initiatives de Trump n'ont fait que renforcer la méfiance, et l'Europe s'est renforcée du point de vue... Bon, mais du point de vue économique, il considère effectivement, alors ça aussi c'est infantile, le choix d'une politique peut-être mercantiliste n'est pas infantile, mais la façon dont il présente les choses peut être considérée comme infantile. Vous avez vu le vocabulaire qu'il utilise pour dire l'Europe a profité des États-Unis, l'Europe a tout fait pour... Bon, il a employé des termes vulgaires. Voilà, bon, ça confirme ce que je vous disais au début. Mais cela dit, c'est vrai que pour certains, notamment pour probablement son principal conseiller en matière commerciale, c'est-à-dire Pete Navarro, l'Europe est une gêne. Parce qu'il y a en Europe à la fois un marché unique, et en même temps il y a des barrières de défense contre les autres économies. Et ça, il ne peut pas le supporter. Donc c'est vrai qu'il y a plus de barrières douanières côté européen qu'il y en a du côté des États-Unis. Bon, j'ai dit que j'avais oublié la guerre commerciale, donc on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir comme ça, incidemment, par la bande. Voilà. Donc l'Europe est à craindre, à la fois parce qu'effectivement, elle ne paye pas assez, mais les Européens vont finir par s'en passer, et parce que c'est, sur le plan économique, une rivalité. Soit dit en passant, Elon Musk a pris le contre-pied de celui qui inspire Navarro, la politique commerciale de Donald Trump, en disant mais ce qu'il faut, c'est une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Il reste 10-15 minutes, ouais, c'est bon. C'est bon. Je vais tenir mon pari. Bon, et donc troisième partie, des objectifs qui ont été confirmés. Un soutien renforcé à Israël. Quand je le dis comme ça ne pose pas problème. Un soutien à l'État d'Israël dans son existence, enfin, etc. Mais en fait, c'est le soutien à la politique de Netanyahou et des suprémacistes ou suprématistes
israéliens, les nommés Smotrich ou Ben-Gvir. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'entre... d'abord, c'est une constante dans la politique des Américains. Hein, certains marxistes ont dit Israël, c'est un porte-avions américain au Moyen-Orient. Je trouve que c'est complètement idiot, parce que les Américains ont 12 porte-avions, ils n'ont pas besoin d'avoir un porte-avions fixe. Et un porte-avions, forcément, ça se déplace. Cela dit, il y a effectivement, du point de vue de l'impérialisme américain, une considération particulière pour le Moyen-Orient, moins maintenant pour le pétrole. Avec l'utilisation des gaz de schiste, les Américains sont autosuffisants et ils exportent même. Alors, effectivement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est le fameux accord du Quincy, Roosevelt s'est rencontré avec le roi d'Arabie et il y a un échange de bons procédés. Les États-Unis protégeront l'Arabie saoudite, mais l'Arabie saoudite assurera l'approvisionnement en pétrole du monde occidental et notamment des États-Unis. Mais c'est dépassé. C'est dépassé puisque les États-Unis sont autosuffisants et exportateurs. Et à quel prix? Trump a dit forer, continue à forer. Au prix climatique que j'ai décrit tout à l'heure. Il y a d'abord, je crois, outre effectivement le soutien. Alors, le soutien américain, c'est un soutien qui. Alors, on parle souvent du lobby sioniste. Le lobby sioniste, oui, ça existe. Le lobby sioniste des États-Unis, ça existe. Mais il ne faudrait surtout pas dire lobby juif. Parce que la communauté juive américaine est très divisée sur cette politique de Netanyahou notamment. Et dans le lobby sioniste, il y a des chrétiens. Et qui ne sont pas les derniers à être des soutiens d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Christian Coalition, hein, la coalition chrétienne. Notamment avec pas mal effectivement, parmi les protestants. Hein, bon, il y a une proximité entre le judaïsme et le protestantisme. C'est aussi ce qui explique la déclaration Balfour. Bon, voilà. Mais il y a aussi la proximité entre les deux hommes que sont Trump et Netanyahou. L'un et l'autre ont des ennuis avec la justice. Enfin, ou ont eu des ennuis avec la justice. L'un et l'autre sont, du point de vue de cette bascule aussi, il y a quelque chose qui est extrêmement important. On a vu aussi ça en France à propos du jugement qui a frappé Marine Le Pen, la mise en cause des juges. C'est-à-dire qu'effectivement, aussi bien aux États-Unis, de la part de Trump, qu'en Israël, de la part de Netanyahou, et pour cause, pour ce qui concerne Netanyahou, il y a la remise en cause de l'état de droit à l'intérieur de chacun des deux États. Pour ce qui est de Netanyahou, c'est la remise en cause de l'indépendance de la Cour suprême. C'est la remise en cause, récemment, vous l'avez vu, de la nomination du chef de Shin Bet. Le Shin Bet, c'est le service de renseignement intérieur, hein, ne pas le confondre avec le Mossad, qui lui est le service d'action extérieure. Hein. Mais bon, à chaque fois, en dehors du droit. Eh bien, c'est pareil avec Trump, qui, effectivement, met en cause des décisions de justice, d'ailleurs des décisions de justice qui récemment condamnent certaines de ses actions, ou des actions en tout cas du gouvernement. Mais les juges, apparemment, les juges américains, même la Cour suprême, dans un certain cas, qui a demandé de suspendre les mesures contre USAID, eh bien, alors que c'est une Cour suprême à majorité conservatrice et même réactionnaire, donc le pouvoir judiciaire joue son rôle. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Ça veut dire que ce qui est le fondement même de nos démocraties, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Et aux États-Unis, c'était traditionnel. Et effectivement, la Constitution américaine, les Américains mettent toujours ça en avant, c'est ce qu'ils appellent le check and balance. Hein, c'est-à-dire que chaque pouvoir peut effectivement contrebalancer des décisions qui ont été prises par l'autre pouvoir. Eh bien, aussi bien Netanyahou que Trump
ont comme ambition, effectivement, de détruire cette séparation des pouvoirs, et c'est très clair aussi bien aux États-Unis qu'en Israël. Alors, le soutien réaffirmé à la politique de Netanyahou, je vais en donner deux exemples, dont l'un nous fait frémir. Le premier, c'est que les livraisons d'armes qui avaient été comment dire, suspendues par la présidence Biden, notamment des armes avec des bombes de 907 kilos. Vous savez ce que ça représente, 907 kilos quand même. Eh bien, ça a été, Trump a desserré effectivement les cordons de la bourse et a livré ses armes. Et on a vu l'usage qui en a été fait immédiatement quand les Israéliens, je suis obligé de dire les Israéliens, l'armée israélienne, aux ordres de Netanyahou, a repris l'offensive sur Gaza. Ça commence toujours par une offensive aérienne, hein, et on a vu les dégâts causés par ces bombes de 907 kilos. J'ajoute que immédiatement aussi, vous savez aussi ce qui se passe en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a actuellement, si je mets de côté Jérusalem, 700 000 colons israéliens qui vivent dans des colonies et qui ne sont pas des tendres. Qui ont une attitude typiquement colonialiste, suprémaciste, qui s'en prennent à des villages, qui tuent les gens, qui sont soutenus par l'armée, l'armée qui d'ailleurs dans les territoires occupés en Cisjordanie est essentiellement composée de conscrits d'origine de ces régions-là, donc qui ont les mêmes opinions que les colons. Et il y avait des sanctions qui avaient été prises contre, effectivement, des colons qui avaient commis des exactions. Eh bien, l'une des premières choses que Trump a faites, c'est de lever les sanctions qui avaient été prises contre les colons. Enfin, le pire, en liaison avec son gendre, Jared Kushner. En liaison avec son gendre, il a émis l'idée que Netanyahou a trouvé absolument révolutionnaire, je cite, génial, de transformer Gaza en une riviera. C'est un beau territoire, hein. On pourrait faire des choses merveilleuses. Et puis, on fait un cauchemar. Les 2 400 000 Gazaouis viennent de supporter pendant des mois une guerre abominable, que certains appellent guerre génocidaire, d'autres génocides, qui a déjà fait 60 000 morts, et on les traite comme ça. Nettoyage ethnique, c'est-à-dire on va se débarrasser des Palestiniens de Gaza et transformer ça en espèce de Côte d'Azur orientale, moyenne-orientale. C'est une honte de dire des choses comme ça. Tout un peuple jeté aux orties de cette façon, et en disant Israël c'est tout petit, hein. Ça mériterait peut-être de songer à l'étendre un peu, quoi. Non mais, encore le langage d'un gamin de moins de 7 ans. Mais la réalité, c'est que c'est à la fois un peuple qui, dans Cisjordanie, souffre de la colonisation, et à Gaza, un peuple qui est massacré. Donc, voilà la politique des suprémacistes. Alors, je vais me risquer à donner mon point de vue sur ce qu'est le sionisme, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de simplification. Mais c'est un débat qui traverse toutes les organisations, tous les mouvements, enfin, etc. Mais le sionisme est à l'origine un nationalisme qui s'inscrit dans le mouvement des nationalités au XIXe siècle. Les juifs ne seront pas admis, on peut en discuter, hein. Tous les juifs n'étaient pas d'accord, hein. On ne sera pas admis, et donc il faut que le peuple juif, question, est-ce qu'il y a un peuple juif, crée
effectivement, son propre espace politique, donc son État. C'est ça le sionisme. C'est un nationalisme au départ. Si on considère que les Juifs étaient persécutés, et non seulement persécutés, mais risquaient même leur vie du fait des pogroms dans l'Europe de l'Est, c'est un nationalisme. Vous savez, en histoire, on distingue deux nationalismes. Le nationalisme qui libère et le nationalisme qui opprime. C'était au départ un nationalisme qui libère les Juifs. Mais en même temps, c'est un colonialisme, puisque la terre de Sion, on dit que c'est la terre d'origine des Juifs. Bon, comme on sait aujourd'hui que la plupart des Juifs leur origine, c'est des conversions. Ernest Renan l'avait déjà vu, Shlomo Sand l'a bien dit. Bon, mais on peut discuter. Mais en même temps, on va coloniser. En même temps, c'est un colonialisme. Et de fait, l'histoire de la Palestine étant ce qu'elle est, c'est un peu une digression que je fais, mais vous me pardonnerez. Après tout, on touche à ce genre de choses. Du fait de la colonisation, du fait que c'est un peuple qui s'est imposé à un autre peuple, c'est devenu un nationalisme qui opprime, et notamment dans sa version suprémaciste. Bon, j'ai terminé ma digression. 5 minutes, d'accord. Excusez-moi. Bon. Oui, bon, j'ai tout dit ce que je voulais dire sur Israël, Gaza, etc. Donc on peut venir à la Chine. Bon, c'est plus connu, la Chine. Bon, il y a une rivalité entre deux impérialismes. L'impérialisme américain, qui a des positions affirmées depuis longtemps. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est évident. Et puis un impérialisme chinois, qui est un impérialisme nouveau, à l'échelle de l'histoire. Hein. Tout... Bon, je laisse de côté le fait que la Chine est, comme la Russie, un empire. Pas forcément une nation. Au sens où nous l'entendons. Hein. Je pense au Xinjiang et je pense au Tibet, hein, qui sont sinisés de force, et dans des conditions absolument abominables pour les Ouïghours en tout cas, mais pour les Tibétains, c'est pas non plus quelque chose de très 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 réconfortant. Mais la Chine s'est tournée vers le capitalisme à partir de 1978 et Deng Xiaoping, avec les zones spéciales, enfin, bon, etc. Vous savez que Apple, ces iPhones, moi je n'ai pas l'iPhone, mais j'en rêve. Think Different, qui disait, sont fabriqués à Shenzhen. Au départ, c'était une zone économique spéciale. Donc en Chine. Et donc la guerre commerciale avec la Chine, bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Hein. Donc l'impérialisme qui est, du point de vue chinois, les routes de la soie, intelligent, relativement pacifique, la prise en compte des pays en domination, ça se fait de manière subreptice, on construit une route, et puis si les gens ne peuvent pas payer, ben on prend des gages, bon, etc., etc. Mais il y a une rivalité, et il y a une rivalité aussi sur le plan des puissances, et une rivalité militaire. Et d'autant plus embêtante pour les États-Unis que le président Obama avait décrété le pivot vers le Pacifique. C'est-à-dire on se détournait un petit peu de l'Europe, pas forcément complètement du Moyen-Orient, mais pour se tourner vers l'Indo-Pacifique et particulièrement le Pacifique. Parce que dans le Pacifique, effectivement, les États-Unis, n'oublions pas, ont deux façades maritimes, d'où le canal de Panama, hein, qui est extrêmement important sur le plan stratégique. Et donc, une rivalité militaire. La Chine est aujourd'hui certainement la deuxième puissance militaire du monde. La marine chinoise Vous savez que la Chine produisait chaque année quelque chose, en 4 ans je crois, à peu près l'équivalent de la marine française. La construction navale militaire chinoise. Hein.
Récemment, la Chine a aussi, alors là c'est quelque chose d'assez incompréhensible, les Chinois avaient quelque chose comme 250 têtes nucléaires. Ils ont lancé complètement un programme pour arriver assez rapidement à 1000 têtes nucléaires. On ne voit pas tellement l'intérêt d'avoir 1000 têtes nucléaires, sinon de rivaliser avec les États-Unis et la Russie. Mais 250, vous vous rendez compte de ce que c'est que ces 250 têtes nucléaires? C'est presque à la France. Ça, bon, enfin, peu importe. Sur chaque sous-marin, c'est quand le ministre en 2014, je crois, non, Le Drian, qui était ministre de la Défense, quand Poutine avait pour la première fois lancé son chantage nucléaire, il avait simplement répondu: vous savez, monsieur Poutine, nous aussi. Et à l'époque, c'était pas un sous-marin nucléaire français qui sortait, c'était 2 sous-marins, peut-être même 3 en même temps. Sur chaque sous-marin, il y a 18 têtes nucléaires, 18 fusées. Et sur chaque fusée, il y a 3 têtes nucléaires. Donc c'est énorme. À quoi bon en avoir 1000, comme le veulent les Chinois actuellement? Bon, je digresse, mais je vais bientôt conclure. Alors, entre les États-Unis et la Chine, il y a cette rivalité économique et cette rivalité militaire. Les Chinois avancent en mer de Chine du Sud. Nous, en mer de Chine du Sud, nous l'appelons la mer du Sud, ils l'appellent, pardon. Ils occupent, vous le savez, des atolls, des bancs de sable qu'ils transforment en base aéronavale. Tout ça au détriment du Vietnam, de la Malaisie, des Philippines, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui risque effectivement de mettre le feu. Et il y a surtout la question de Taïwan. La question de Taïwan, alors 2 mots sur Taïwan, elle a été conquise par les Chinois au XVIIe siècle. Les Chinois considèrent, je vais très très vite là, parce que on a dit gentiment que effectivement l'écurie n'est pas loin. Ça a été conquis par les Japonais en 1894-1895. Et ensuite, en 1949, lorsque les nationalistes du Kuomintang ont perdu la guerre civile, ils se sont repliés sur Taïwan, Formose ou Taïwan. Alors les Chinois considèrent que Taïwan, c'est la Chine, que c'est une province chinoise. Or, il se trouve que, ayant été séparé de la Chine depuis des dizaines et des dizaines d'années, à Taïwan est né un sentiment national. Les Taïwanais, enfin une partie des Taïwanais, d'autres continuent à se considérer comme chinois, une partie des Taïwanais considère qu'il y a une nation taïwanaise qui est née et que cette nation taïwanaise a son État, qui est Taïwan, qui n'est plus reconnu que par quelques petits États dans le monde, mais qui n'est presque plus reconnu du tout. Alors il y a ça, et il y a eu un signe, j'aurais terminé avec ça, j'aurais plus qu'à conclure après. Vous savez, le département d'État a un site qui est actualisé tous les jours. Et sur ce site du département d'État, il y avait une mention de Taïwan. Cette mention de Taïwan a été changée immédiatement après l'intronisation de Trump. D'une part, il était indiqué que les États-Unis ne considéraient plus que l'indépendance de Taïwan était à l'ordre du jour, et en même temps, il était annoncé que les États-Unis s'opposeraient à toute tentative de changer le statu quo par la force. Donc c'est quelque chose que les Chinois ont reçu 5 sur 5. Donc les États-Unis ne sont pas prêts de lâcher Taïwan, même s'ils ne sont pas pour l'indépendance. Alors pour conclure, rupture et continuité dans cette politique depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Il semble bien que, je ne vais pas répéter, mais il semble bien que par rapport aux continuités, Taïwan, la Chine, et puis la Chine, qui est une véritable obsession américaine, et le soutien à la politique d'Israël, qui sont des changements, mais des confirmations de ce qui était déjà des constantes de la politique américaine. Il y a plus de rupture
que de continuité. Alors, surtout, je crois que ce qu'il faut assister, et donc on pourra en parler dans le débat, donc c'est une manière pour moi d'annoncer le débat, sur l'idéologie libertarienne de ces milliardaires, parce que je crois que c'est ça qui est le plus important. Je suis très 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 prudent, hein, parce que encore une fois, j'ai l'impression parfois que, non pas parfois, j'ai l'impression en tout cas, en ce qui me concerne, là le nez dans le guidon et le nez quasiment sur l'événement, que nous ne faisons qu'appréhender l'écume des choses. Et que ce qui se passe en profondeur et dans la durée, nous ne sommes pas en mesure pour l'instant de l'appréhender. Sauf peut-être cette volonté de cette internationale néofasciste pour instaurer un peu partout des États autoritaires faisant foi de la démocratie. Je vous remercie.